aujourd'hui, on va vous présenter cet événement qui est Comment l'humanité se viande, qui est un événement organisé par EVA, les étudiantes animalistes et véganes, qui est un pôle de Unipoli, qui est l'association pour une écologie solidaire sur le campus UNIL-EPFL. Et aujourd'hui, on est réjouis d'accueillir Jean-Marc Gancy, militant écologiste, auteur d'essais sur la question, et aussi actif sur le terrain, qui travaille maintenant dans une ONG de conservation des cétacés, Globis, et qui a un passé aussi dans différentes initiatives citoyennes liées à l'écologie et aussi à l'animalisme. Donc merci beaucoup d'être venu et bonne présentation. Donc on se donne quoi, une petite demi-heure de presse et puis après on se fait un échange ensemble, hein, pour qu'il y ait des interactions et tout, c'est plus sympa. J'ai l'impression d'être prof, c'est vraiment pas ma vocation. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous ici en Suisse. Là, je suis dans ma tournée promo, hein. Quand on sort un bouquin, l'éditeur organise une tournée promo et puis c'est l'occasion de rencontrer son public et de rencontrer des gens qui sont intéressés par les thèmes qu'on développe. Donc on est dans ce contexte-là et je suis ravi de venir à Lausanne. Je rencontre des gens que je connaissais sur les réseaux sociaux et pas en vrai, ce qui est toujours appréciable. Et puis c'est toujours bien d'échanger sur ce sujet qui me tient à cœur. Alors, comme tu l'as dit Tanguy, moi j'ai un passé de militant, d'entrepreneur aussi, sur ces sujets de la transition écologique. J'ai différentes vies antérieures et j'ai choisi de me consacrer à la conservation de la faune sauvage. Parce que c'est ce qui aujourd'hui me paraît essentiel à préserver. On assiste malheureusement à un effondrement de la vie sauvage et l'élevage en est en partie responsable et grandement responsable. On y reviendra et j'ai souhaité me consacrer à cette cause-là. Donc effectivement, je vis à La Réunion, donc c'est assez loin d'ici, 12 000 km je pense, de Suisse, et je me consacre donc dans une ONG scientifique à la préservation et à la connaissance des cétacés qui peuplent l'océan Indien. C'est plutôt sympa. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir à une cause qui me tient énormément à cœur, qui est celle qui nous rassemble aujourd'hui, l'antispécisme, l'écologie, mais une écologie sincère, qui tienne compte de façon objective des dégâts environnementaux que causent les différentes activités humaines. Et j'ai constaté au fil de ces dernières années de militance, de rencontres, de réseaux, de discussions, que le mouvement écologiste était extrêmement complaisant avec ce qui me semble être l'une des causes majeures des dégâts à la fois climatiques, biodiversité, en tout cas de l'atteinte des limites planétaires auxquelles nous sommes confrontés, qui était l'élevage et la pêche. Et cette complaisance me paraît vraiment problématique parce que dans un combat très difficile avec des forces qui résistent énormément à la transition, au changement, à la prise en compte des intérêts des animaux notamment, on a du mal à atteindre nos objectifs, on a du mal à faire union, à faire alliance pour être plus fort, donc face à ces vents contraires qui sont toujours très très présents. Et j'avais une forme de frustration de voir que dans la société, les imaginaires autour de ces questions étaient encore drivés par des croyances, des contre-vérités, énormément d'idées reçues qui sont véhiculées en permanence, évidemment par l'industrie et la filière viande, et puis la pêche en général, mais qui sont souvent repris aussi par le mouvement écologiste à son compte. Et ça, je trouvais ça assez dommageable par rapport à cette cause-là. Donc j'ai voulu y consacrer un bouquin qui est donc Comment l'humanité se viande, et qui montre à quel point cette problématique n'est pas prise à sa juste mesure, du moins de mon point de vue. Et à quel point le mouvement écolo, s'il voulait vraiment être honnête intellectuellement, sincère et à mon sens efficace, même si la question de la stratégie se pose toujours, on pourra y revenir, il avait intérêt, je pense, à dépasser un certain nombre un plafond de verre qui est atteint depuis un certain temps et que beaucoup de leaders, d'influenceurs, de leaders politiques ne franchissent pas, et je trouve ça catastrophique. Voilà. Je me suis beaucoup inspiré des écrits, et notamment du dernier ouvrage de Georges Monbiot, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un militant écolo anglais, journaliste d'investigation, très orienté vers la végétalisation, vers le réensauvagement également de la nature, et qui lui dit, je trouve que c'était assez fort,
que la plus grande erreur des écolos ces dernières années, ça avait été de considérer l'élevage sur pâturage comme quelque chose de vertueux, alors que c'est une véritable blombe climatique et un désastre pour la biodiversité. Et de la même façon, dans cet ordre d'idée, il disait, et je le cite dans l'introduction de mon bouquin, il disait que si on veut vraiment faire face avec honnêteté et efficacité à l'urgence écologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il fallait certes laisser les énergies fossiles dans le sol, enfin les hydrocarbures, et ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, en tout cas il faut les utiliser le moins possible, mais il fallait, de son point de vue, au même niveau, arrêter de manger les animaux. Voilà. Et moi je suis persuadé de ça aussi. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point ce goût, ou en tout cas cette culture ancestrale autour des protéines carnées et de l'alimentation en viande et en poisson, et en produits d'origine animale, hein, puisqu'on peut parler du lait, on peut parler du fromage aussi évidemment, est un désastre écologique. Voilà. Donc dans ce bouquin, et c'est ce que je vais faire maintenant, je vais rappeler quelques faits, alors peut-être que vous les avez en tête, si c'est le cas dites-le moi, auquel cas on passera à l'étape suivante, mais il y a effectivement un certain nombre de réalités que l'opinion publique, les médias et un certain nombre d'influenceurs et leaders ne parviennent pas à prendre en compte vraiment dans leur réalité crue. Et puis, il y a énormément de fake news, comme on dirait, d'illusions, de contre-vérités, d'idées reçues, d'imaginaires qui aujourd'hui sont obsolètes, mais qui sont toujours dominants dans la société. Voilà. Donc j'ai voulu débunker tout ça et esquisser aussi des pistes de stratégie pour en sortir et fédérer, parce que je pense que c'est indispensable, les écolos et les animalistes, et qu'ils arrêtent de se chacailler pour des choses annexes, alors que l'essentiel du combat est quand même fait l'objet d'un certain nombre de convergences déjà, mais on doit dépasser ce clivage autour, tout simplement, de la considération des animaux, parce que je pense que vouloir protéger la nature et le vivant, comme ils le prétendent, sans considérer la valeur intrinsèque de chaque être vivant sur cette planète, n'a juste pas de sens. Voilà. Et que c'est pour moi la clé d'un combat et d'une efficacité à venir dans cette lutte contre le côté obscur de la force qui résiste et qui se développe malheureusement, puisqu'on était relativement tous assez inefficaces dans ce combat. Si vous êtes là, c'est que vous y croyez et que vous êtes sans doute déjà convaincus, mais on a encore énormément de boulot parce que la société peine à évoluer et est extrêmement réticente à embrasser cet enjeu. Donc dans ce bouquin, je rappelle un certain nombre de grandes idées, mais voilà, vous les connaissez sans doute. Déjà, rappelez ce que sont les ordres de grandeur. Sur ce schéma, vous voyez dans la colonne de droite, 1 million, et puis dans la colonne de gauche, 1 milliard. Parce qu'on va parler de chiffres. Et il faut voir la différence entre 1 million et 1 milliard. Si on ramène ça sur une échelle de temps, 1 million de secondes, c'est 11 jours. Mais 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Ça donne l'ampleur du décalage entre ces deux mots qu'on confond parfois, dont on peine à imaginer l'ampleur, la mesure, mais c'est ça, hein. 1 million de secondes, c'est 11 jours, et 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Quoi. Et nous, tous les ans, on tue environ 1380 milliards d'animaux. Alors, c'est dingo, enfin, on peine évidemment à se l'imaginer. 94% de ces animaux sont des poissons. On en extrait énormément chaque année des océans, au risque de les vider définitivement. Et puis parmi les animaux terrestres, 3,8 milliards sont tués chaque jour, soit 180 animaux tués par an par habitant. On est dans des échelles qui sont juste folles. Et donc, si on s'attache à revenir sur la Terre, ça représente 80 milliards d'animaux terrestres qui sont tués par an, pas par jour, j'ai dit ça, par an. Ces animaux, dans leur majeure partie, par jour, sont tués dans des conditions industrielles. Voilà. En France, ça représente majoritairement de la volaille, des poulets, qui payent un très très lourd tribut. Donc 1 milliard d'animaux par jour, par an, cette fois-ci en France. Et ce qu'on remarque aussi, un truc qu'on n'imagine pas toujours, c'est que les bovins, dont on parle beaucoup, et dès qu'on parle d'élevage, on a une photo de bovins sur un pâturage, c'est classique, ça tord un peu la réalité de ce qu'on perçoit ou pas, mais c'est juste 0,5% des animaux qui sont tués. Donc
ruminants, c'est finalement pas grand-chose. Et paradoxalement, c'est ceux qui ont le plus grand accès à l'air libre. C'est aussi le problème. On y reviendra derrière. C'est ce qui cause une des majeures sources de changement climatique. Malheureusement pour les autres, cochons, poulets, lapins, autres sont élevés en règle générale dans des établissements concentrationnaires. On estime que 95% des poulets, des porcs, sont en élevage intensif. C'est le cas de 83% des volailles de chair, de 58% des poules pondeuses. Ça, c'est des chiffres français. Mais j'imagine qu'en Suisse, ça doit être assez équivalent. Pour les lapins, c'est quasiment 100%. Donc, je ne vous fais pas le topo, vous voyez à peu près dans quelles conditions ils vivent. C'est vraiment catastrophique. La production de viande dans le monde, elle a été multipliée par 5 depuis les années 60. Voilà, on a été multipliée par 5. Et la consommation, elle, malgré par habitant, elle a stagné, en tout cas en France, depuis pas mal de temps. Elle est similaire aux années 2010, en 2022, donc il n'y a pas eu de changement, malgré tout ce qu'on sait, malgré tout ce qu'on voit, malgré les enquêtes, malgré les vidéos, malgré les connaissances scientifiques. Les Français sont extrêmement réticents à changer leur alimentation. Ils consomment toujours 2 fois plus de viande que la moyenne mondiale, infiniment plus que les recommandations sanitaires, puisque tout ça, c'est aussi, on le sait maintenant, cet excès de consommation carnée, de protéines carnées, c'est aussi une source majeure de maladies. Donc ce n'est pas mon propos, mais il faut le savoir, c'est aussi des maladies cardiovasculaires, c'est aussi des cancers colorectaux, c'est aussi un certain nombre de dégénérescences cognitives qui sont liées à l'excès de protéines carnées. Voilà. Donc la situation est relativement sombre, à la fois par le carnage qui a lieu tous les ans, mais également dans les modes de consommation qui ne bougent pas et qui d'ailleurs nécessitent pour subvenir aux besoins alimentaires d'importer des animaux. En France, c'est 1/3 de la viande qui est importée et qui est de la viande qui est des animaux derrière qui sont élevés dans des conditions qui sont encore plus détestables que celles qu'on connaît en France, avec des standards qui sont catastrophiques dans le monde. Donc ces chiffres, ces ordres de grandeur, ça génère un désastre écologique massif. Pourquoi? Vous voyez bien? Ouais, c'est bien. Je passe vite, mais c'est pour prendre la mesure, pour revenir sur chacun de ces graphes si vous voulez. Si on s'attache aux ruminants, ce qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que l'immense majorité des ruminants dans le monde sont élevés sur pâturage, sur prairies, éventuellement dans des systèmes mixtes herbagés, où ils sont une partie du temps en prairie, puis une partie du temps dans des étables, dans des stalles, et où ils sont nourris et finis au grain, comme on dit joliment. Donc ils vont manger de l'herbe un certain temps, puis après on va les finir au grain, puis ils accélèrent leur croissance et atteignent un poids d'abattage plus élevé. Pour la viande bovine, par exemple, dans le monde, la viande élevée dans des fermes-usines en intensif, c'est seulement 10% des ruminants. Voilà. Le reste, ils sont, si j'ose dire, à l'air libre. Tout ça, ça a une conséquence, c'est que l'espace occupé par ces animaux, ces ruminants, qui sont aujourd'hui plusieurs milliards, est démentiel. Donc ça occupe aujourd'hui, c'est le graphe du dessous, là, 77% de l'espace des terres agricoles arables, c'est-à-dire sur lesquelles on pourrait cultiver autre chose, cultiver notamment des végétaux. Lesquels végétaux ne pèsent que 23%, évidemment, d'occupation de cet espace démentiel. Et ça ne fournit qu'une part minoritaire des protéines que nous consommons. Voilà. Donc, une occupation d'espace démentiel, énormément d'animaux qui occupent un espace de plus en plus important parce que, comme vous le savez, cette production augmente, donc le nombre de têtes de bétail est passé, a été multiplié par 2 ou 3 depuis les années 60. Et ce que vous voyez ici, c'est la surface couverte par les pâturages depuis 1600, donc on remonte il y a assez longtemps. Donc, voilà. Donc ça prend un espace démesuré. Alors c'est à la fois la problématique, celle des pâturages qui sont dévolus aux animaux, mais c'est également l'espace qui est réservé aux cultures fourragères pour les nourrir. Parce qu'évidemment, il y a ceux qui sont en système intensif qu'il faut bien nourrir avec des céréales, et puis il y a ceux qui sont dans les systèmes mixtes qui mangent aussi ces céréales pour être finis au grain, comme je disais tout à l'heure.
Et l'ensemble de cet espace occupé à la fois par le pâturage et par les cultures fourragères, ben c'est un continent entier. Si on rassemblait tout le monde, enfin tout ce petit monde et toutes ces cultures dévolues à l'élevage et donc à la protéine alimentaire carnée, eh ben on aurait l'ensemble du continent américain, nord, latin et sud, entièrement dévolu à l'élevage. C'est quand même un truc de ouf. C'est 30% des terres émergées qui sont dévolues uniquement à une alimentation qui est non nécessaire aux besoins vitaux de l'humain et à sa santé. C'est complètement dingo. Bien sûr, ça se traduit dans des schémas comme cela. Pour 100 grammes de protéines, pour un agneau, il faut 184 mètres carrés. Alors que pour du tofu qui apporte exactement le même volume, quantité de nutriments, eh ben, c'est 2 mètres carrés. Donc on voit bien le rapport démentiel et le gâchis d'espace et de ressources que suppose l'alimentation carnée. Gâchis de ressources parce que, contrairement à ce que veut nous faire croire la filière, viande, c'est pas simplement de l'herbe que les humains ne pourraient pas assimiler dans leur organisme que mangent ces animaux, c'est beaucoup de céréales que nous pourrions aussi, qui pourraient aussi nous nourrir. C'est le carré d'en haut, là, enfin le rectangle. Pour les ruminants, c'est 2,8 kg d'aliments qui sont également comestibles pour les humains, qu'il leur faut pour produire 1 kg de viande. Et puis pour les monogastriques, donc qui n'ont pas ce système de digestion des ruminants, c'est par exemple les poulets, les porcs, c'est 3,2 kg d'aliments que nous pourrions ingérer pour produire 1 kg de viande. Donc il y a un gâchis de ressources aussi qui pourrait, et on y viendra plus tard, nourrir le monde. En termes de consommation d'eau, c'est à l'avenant. Hein. Il faut 4,3 fois plus d'eau pour produire des protéines contenues dans la viande de bœuf que pour celles d'origine végétale. C'est 1,3 fois plus pour le poulet, 1,2 fois plus pour le lait, 1,1 fois plus pour les œufs. Voilà. Donc là aussi, alors qu'on est dans des situations de stress hydrique qui vont augmenter avec le réchauffement, on rajoute une tension, une pression sur la ressource qui va être rapidement insoutenable. Pour ce qui est du climat, vous savez que ce système de digestion des ruminants, là je me focalise sur ce sujet-là, il est extrêmement néfaste au climat, puisqu'on a dans toute la chaîne de production des émissions de différents types de gaz, soit du CO2 qui est lié à la déforestation, parce qu'il faut bien déforester pour créer des prairies et des cultures fourragères, donc ça émet là 9,2% du total des émissions de cette filière. Il faut également épandre des engrais, ça c'est du protoxyde d'azote qui va être émis par ces engrais. Il y a aussi des moyens qui nécessitent de l'essence qui vont être employés, du transport qui vont émettre du CO2, mais c'est surtout le méthane issu de la fermentation entérique des bovins, les fameux rots, c'est pas les pets, c'est des rots, qu'émettent les ruminants, qui est la majeure partie du problème, de même que leur déjection, qui vont émettre, massive, vu le nombre d'animaux, qui vont émettre du protoxyde d'azote. Donc tout ça, ce sont des gaz qui ont une durée de vie plus courte dans l'atmosphère, mais qui ont un pouvoir de réchauffement global infiniment plus élevé. Le méthane, c'est 80 fois plus de pouvoir de réchauffement dans l'atmosphère que le CO2, à l'échelle de 25 ans, et le protoxyde d'azote, c'est 257 fois plus chaud, enfin plus de pouvoir de réchauffement que le CO2. À l'échelle de la France, l'agriculture représente 22% des émissions, de toutes les émissions anthropiques. Et parmi ces émissions, l'élevage représente 59% de ces émissions de l'agriculture. Donc c'est la majeure partie des émissions. Et dans ces émissions, c'est les ruminants qui représentent 83% du problème. Voilà. Donc c'est vraiment un problème majeur. Et le fait qu'ils soient en extensif, c'est le problème. D'une certaine façon, vous en un petit raccourci. L'élevage paysan, c'est le problème pour les ruminants. Voilà. Alors que ce n'est pas une image qu'on a en tête. On se dit, punaise, et les écolos le font systématiquement, l'industriel, c'est la catastrophe. Je ne suis pas en train de faire le plaidoyer pour l'industriel, mais je suis en train de remettre un peu l'église au centre du village. Pour les ruminants, le problème majeur aujourd'hui dans le monde, c'est l'élevage extensif, c'est l'élevage sur pâturage. Donc tout ça, ça génère des débats qui continuent aujourd'hui sur le poids, au-delà de la France, parce que je vais vous donner les chiffres français, le poids que représentent les émissions de l'élevage au sens large dans le réchauffement global. En 2006 est sorti un rapport que vous connaissez qui s'appelait Livestock Long Shadow, qui a fait sensation et qui montrait que
les émissions d'élevage étaient de l'ordre de 14,5 à 18% de l'ensemble des émissions anthropiques liées aux activités humaines. Et c'est un chiffre qui a été controversé, que certains scientifiques considéraient comme très minoré par rapport à la réalité, parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas forcément toutes les émissions indirectes, et notamment les émissions liées à la fois à ce fameux pouvoir de réchauffement sur le court terme, et notamment à ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire à toutes les émissions qu'on aurait pu stocker s'il y avait eu d'autres espaces que ceux dédiés à l'élevage, qui auraient pu stocker davantage de CO2. Et en les supprimant au profit de l'élevage, on a amplifié le phénomène. Donc certains scientifiques ont estimé qu'en 2009, sur des études qui étaient très sérieuses, que le poids des émissions de toute la filière élevage pouvait s'élever jusqu'à 51%. Bon, ça a été très controversé. Hein. En 2018, la FAO a arrêté le chiffre de 14,5 et on est resté sur cette valeur, même si elle reste extrêmement controversée, et qu'on sait maintenant que toute tentative scientifique pour redonner un peu d'objectivité et essayer d'affiner ce poids-là est soumise à un lobbying intense de la filière et à un certain nombre de compromissions au sein même des instances mondiales qui sont régulièrement dénoncées par des scientifiques qui en sont les victimes. Donc il y a une vraie volonté de l'OMS, de l'ONU, enfin pas de l'OMS, de l'ONU, de la FAO, sa branche alimentaire, de maintenir ces chiffres bas par des subterfuges, parce qu'ils sont vraiment, je ne veux pas être complotiste, mais c'est quelque chose qui est relativement documenté, parce qu'ils sont sous la pression de lobbies très puissants qui veulent faire passer leur activité pour quelque chose de soutenable, ce qu'elle n'est pas. Autre chiffre, cette fameuse opportunité carbone, en fait, c'est tout ce qu'on gâche à pouvoir stocker en déployant des surfaces nécessaires à l'élevage. Ça s'élève à des montants très importants. En fait, je vous propose de retenir l'idée que si on fait le choix de produire du bœuf plus que du soja, à quantité pareille de protéines équivalentes, eh ben, on séquestre 73 fois moins de carbone par ce choix-là. Donc on voit la mesure de ce qu'on gaspille, de ce qu'on gâche, de ce qu'on, malheureusement, on ne se donne pas comme chance pour lutter contre le réchauffement. Et évidemment, voilà, les chiffres des émissions liées à 100 grammes de protéines sont toujours très en défaveur des produits carnés, c'est la conséquence évidente, qui émettent en règle générale de 10 à 50 fois plus de gaz à effet de serre que ceux d'origine végétale. Ça se retrouve partout. En France, les produits d'origine animale représentent 61% de l'empreinte alimentaire des Français. Ça reste une part extrêmement importante et c'est 3 fois plus que par exemple l'avion, qui est souvent pointé du doigt comme étant la cause principale, alors que non, c'est notre consommation de produits d'origine animale qui est 3 fois plus importante que les déplacements en avion. Je pourrais vous passer tous ces éléments si vous le souhaitez. Et puis de la même façon, ce dégât climatique général, on en a tellement peu conscience qu'on n'en connaît même pas les principaux auteurs. Alors les auteurs, c'est ceux qui continuent à manger de la viande, évidemment, mais c'est aussi les producteurs qui mettent ce système en place, qui sont des grandes entreprises de l'agroalimentaire, qui sont généralement peu connues. Si je vous demande le nom des 5 entreprises mondiales qui sont les plus gros producteurs de viande, je ne suis pas sûr que vous sachiez me les citer. Non. Et bien pourtant, voilà, vous avez Fonterra, Dairy Farmers of America, Cargill, Tycoon Foods, JBS, qui sont chinois, américains, brésiliens, et qui émettent à eux, cumulés, plus que Exxon, plus que Shell, plus que BP, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est colossal. Et qui, cumulés, font aussi plus d'émissions que l'Allemagne, que le Canada, que l'Australie. Enfin, c'est vraiment des monstres qu'on ne connaît pas, qui ont réussi à invisibiliser leur activité, leur existence. Et on voit bien, les activistes écolos, ils vont badigeonner le siège de la BNP, ils vont perturber une assemblée générale de Total, mais eux, ils sont tranquilles. Personne ne les emmerde. Ils continuent à faire leurs dégâts tranquillou dans leur coin. Voilà, ça c'est ceux qui sont à l'origine de ce désastre. Vous reconnaissez Nestlé, moi je vois Danone. Ce n'est pas les plus gros, mais ils font aussi leur part du carnage. En termes de biodiversité,
On entend aussi souvent le discours selon lequel l'élevage, et notamment l'élevage paysan sur pâturage, c'est très favorable à la biodiversité. Et que ça ramène l'entomofaune, des coléoptères, des amphibiens et tout ça. En fait, les dégâts de l'élevage sur pâturage, ils sont majeurs, y compris lorsqu'on a l'impression pourtant que tout est paisible et bucolique dans les champs, puisque ça génère de la fragmentation forestière, de l'intensification de l'utilisation des terres, de la désertification par surpâturage, le changement climatique, j'en ai parlé, la rivalité avec la faune sauvage, par exemple les bergers vont tuer des loups, en Afrique c'est les félins qui en font les frais, enfin, ça c'est vrai partout. Bon voilà, il y a tout un tas de choses qui effectivement sont extrêmement néfastes à la biodiversité. On comprend bien effectivement que 30% de l'espace terrestre occupé par de l'élevage, ça s'est fait au détriment des écosystèmes antérieurs qui hébergeaient évidemment une diversité bien plus abondante. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré des méta-analyses, d'études indépendantes qui ont montré que partout où il y avait du bétail, il y avait moins de biodiversité. Et partout où on en retirait du bétail, cette biodiversité revenait dans des proportions bien plus importantes. Et ce fameux discours des éleveurs qui prétendent qu'ils maintiennent la biodiversité, pour moi c'est extraordinairement fallacieux. C'est un peu comme ceux qui construisent des autoroutes et qui, parce qu'ils ont fait un petit tunnel sous l'autoroute pour faire passer des batraciens, estiment que c'est favorable à la biodiversité. Moi je fais le parallèle, pour moi c'est exactement du même ordre. D'ailleurs, quand on voit quelles sont les causes principales de la déforestation tropicale, ce n'est pas les palmiers à huile qu'on nous sert à longueur de journée avec Nutella, hein. C'est essentiellement à 41% le bœuf. Voilà. Les oléagineux, c'est 18,5%. Au final, ce qu'on a réussi à faire, nous les carnistes, enfin je dis nous, les terriens, puisque c'est la majorité, c'est de réduire à 4% la biomasse des mammifères sauvages à l'échelle planétaire. Le reste, c'est les humains, 34%, et leur bétail, et leurs animaux domestiques en partie, mais ça c'est marginal. Voilà, la photo, elle est horrifique. Et prétendre ensuite que l'élevage, c'est de la biodiversité, c'est quand même un peu gonflé. Dans les océans, on fait aussi pas mal de ravages. Aujourd'hui, on pêche quasiment plus, on n'arrive pas à augmenter les captures, et pour cause, on a vidé les océans. Donc le chiffre des captures stagne autour de captures de poissons sauvages, tourne autour de 90 millions de tonnes par an, tous les ans, et on va toujours plus loin, toujours plus profond, avec des bateaux toujours plus puissants ou plus nombreux pour essayer de pêcher des poissons. Mais comme on n'y parvient pas, on les surexploite toujours davantage et les stocks, comme on dit, sous-exploités ou peu exploités s'amenuisent de plus en plus. Et ce qui prend relais, c'est l'aquaculture. Évidemment, aujourd'hui, l'aquaculture, même, ça a dépassé en termes de protéines pour les humains la pêche sauvage. Voilà. Et cette aquaculture, elle se nourrit de quoi? De poissons. Il faut 440 poissons sauvages pour nourrir un poisson d'élevage. Un truc de folie. Et c'est un peu pareil pour le bétail, puisque les porcs, la volaille et quelques ruminants se nourrissent aussi de farines animales dans certains pays, ce qui contribue à leur alimentation. Donc, nourrir des animaux d'élevage terrestres, c'est vider les océans. Paul Watson dit parfois, vous le connaissez, de Sea Shepherd, j'aime bien la métaphore, même si elle est plus ou moins juste, il dit que le porc est devenu l'un des principaux prédateurs marins. Je trouve que c'est pas faux. Et tous ces animaux qu'on nourrit avec des végétaux et donc de l'azote ingèrent chaque année 55 millions de tonnes d'azote synthétique qui a été nécessaire à la culture des plantes. Mais ils assimilent une partie simplement de cet azote dans leur organisme, dans la viande qu'ils produisent, dans le lait, dans les œufs, et il y a des fuites dans le système. Et ces fuites azotées, elles représentent la majorité de ces intrants, et elles repartent vers le milieu. Elles repartent sous forme de pollution dans les milieux. C'est ce qui contribue à eutrophiser, à vider ces milieux de leur oxygène, à produire des algues vertes et à polluer l'atmosphère. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ça nuit aussi très gravement à la pollution de l'air. Donc l'eutrophisation des milieux, hein, cette capacité à en réduire l'oxygène et donc à tuer la vie, elle est 59 fois plus élevée par kilogramme de bœuf que par kilogramme de tofu. Voilà. Et bien sûr, ça décroît en fonction des protéines carnées vers les protéines végétales. Voilà.
Ça serait responsable, c'est selon certaines études, une parue dans Nature récemment, l'atmosphère, mais l'élevage, il est aussi très contributeur de ça, et on pourrait éviter donc ce nombre important de décès chaque année si on passait à une alimentation végétale pour la remplacer. Bon, voilà, je passe un peu vite. Soit on s'expose aussi, mais ça vous le savez, on l'a vécu avec le Covid, on s'expose à des maladies, à des zoonoses, à des transmissions pathogènes depuis les élevages intensifs ou même depuis les élevages paysans en contact avec la faune sauvage, à des pathogènes qui peuvent potentiellement se transmettre à l'homme. 60% des maladies infectieuses humaines existantes sont zoonotiques, c'est-à-dire viennent des animaux. Et 75% des agents pathogènes de ces maladies infectieuses humaines émergentes sont d'origine animale. Donc on s'expose aussi à un risque majeur, et chaque année, en Suisse ça doit être pareil, mais en France chaque année on tue des dizaines de millions d'animaux qui sont infectés par des pathogènes qui sont potentiellement dangereux pour l'homme. Donc c'est aussi un carnage éthiquement insupportable évidemment, mais qui nous expose nous aussi de façon égoïste à des épidémies, à des zoonoses majeures. Donc j'ai fait un petit, je terminerai là-dessus pour qu'on enclenche le débat, mais j'ai fait un petit zoom sur les mythes du rap qu'on nous oppose dès lors qu'on met ces chiffres et ces données face à ceux qui défendent cette industrie, face à ceux qui continuent à s'alimenter avec ces protéines, qui essayent de trouver des excuses, des échappatoires, des raisons de continuer à le faire. Et donc souvent on a des mythes qui sont très fortement ancrés et que l'industrie, la filière viande va ressasser à l'envi, diffuser dans les médias, instiller dans l'éducation nationale pour perpétuer ces méfaits. Notamment le fait que, par exemple, les prairies stockent du carbone. Ça on l'entend tout le temps, mais ouais mais c'est super, on est vraiment très efficace dans la lutte contre le changement climatique. En fait, c'est faux. La Cour des comptes française, qui n'a rien d'extrémiste, encore moins végane et surtout pas éco-terroriste, comme nous qualifie maintenant, a rappelé dans un rapport en mai 2023 au gouvernement que le stockage dans les prairies, il était compris entre 6 et 45%. En valeur moyenne, c'était 25% d'émissions qui pouvaient au maximum, enfin en moyenne, être stockées dans les prairies, et que ça avait une durée, on va dire, limitée. Au bout d'un moment, les prairies étaient full en carbone, et puis qu'en fonction des événements climatiques, elles pouvaient d'ailleurs décharger ce carbone au bout d'un certain temps. Donc en gros, d'autres chiffres disent que pour une unité de carbone stockée dans les sols, c'est 4 unités de carbone qui sont, enfin de méthane en l'occurrence, mais d'équivalent carbone, qui sont émises dans l'atmosphère. Donc l'élevage est un émetteur net de carbone et donc un problème lié par rapport au réchauffement climatique. C'est très très loin de compenser ces émissions, le fait de pouvoir les stocker dans des prairies. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, au niveau mondial, les prairies sont passées de puits de carbone à source de carbone, parce qu'il y a trop d'animaux dessus, et il y a un trop-plein, on va dire, de ces réservoirs, qui aujourd'hui, sous l'effet également du changement climatique, sont devenus émetteurs nets de gaz à effet de serre. Il faudrait, d'après certaines études très récentes que j'ai récupérées, avoir des stocks qui devraient augmenter de 25 à 2000% pour pouvoir compenser les émissions directes de l'élevage. Et c'est donc impossible d'y parvenir. Donc il faut impérativement réduire le cheptel, impérativement réduire le nombre d'animaux et de ruminants en particulier qui émettent ces gaz à effet de serre. De la même façon, ce qu'on nous dit, c'est que mais oui, mais on va investir dans des additifs, dans des solutions, dans des innovations qui vont, par l'alimentation des bovins, nous permettre qu'ils émettent moins de méthane. Alors ça, c'est notamment des algues qu'on donne dans leur ration. Ça peut être d'autres systèmes. On va même leur mettre maintenant des masques, une sorte de masques qui vont capter une partie du méthane qu'elles émettent. Bon, c'est des illusions qui, dans le meilleur des cas, et quand les conditions maximales sont réunies, pourraient réduire que de 10 à 20% leurs émissions. Donc là aussi, ce n'est pas une solution, mais par contre, on nous le présente comme quelque chose d'extrêmement prometteur pour l'avenir. De la même façon, on nous dit, et ça c'est la propagande classique des milieux écolos, qu'on ne peut pas faire d'agriculture sans élevage, que les déjections des bovins sont indispensables si on veut limiter le recours à des intrants de synthèse et autres. Or, il existe, même si c'est extrêmement marginal aujourd'hui, mais ça marche,
Et donc, il faudrait mettre tout notre R&D, tous nos moyens financiers pour l'encourager et pour la stimuler. Il existe une agriculture bio-végétalienne, une agriculture végane qui s'exerce, qui s'exprime en différents lieux des territoires et qui, sans aucune exploitation animale et sans aucun intrant en provenance de leur exploitation, permet d'avoir des rendements tout à fait convenables selon des techniques et une véritable expertise de permaculture qui aujourd'hui donne des résultats. Et de plus en plus, ça reste très marginal, mais il y a de plus en plus quand même d'agriculteurs qui vont vers ces formes d'exploitation-là, d'exploitation agricole-là, et qui s'en portent pas plus mal. Donc c'est vraiment une voie aussi à encourager, en dehors de celle qu'on nous ressasse comme étant absolument indispensable, à savoir celle qui se base sur les animaux. Autre mythe, celui du locavorisme. Donc il faudrait, évidemment, il faut manger moins de viande, mais si on mange la petite viande locale élevée tout près de chez nous, bah, on cause beaucoup moins de tort au climat, à l'environnement et ainsi de suite. Bon, là aussi c'est un mythe. Le transport pèse très peu dans l'empreinte écologique globale de notre alimentation. C'est vrai pour les avocats comme pour les bœufs. Et du coup, quand on compare, par exemple, l'impact environnemental pour 100 grammes d'aliments d'un bœuf de France ou du Brésil, on voit que c'est quasiment la même chose. Vous voyez, pour toutes les formes d'alimentation, l'impact du transport joue très peu. Voilà. Donc il vaut vraiment mieux faire venir des tonnes d'avocats du Pérou que de manger de l'alimentation carnée de proximité. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est des choses qui sont avérées. On nous ressasse aussi que, ben merde, l'élevage, c'est le maintien de nos paysages, c'est ce qui fait la beauté de cet environnement. Ben, moi, je vois ça aussi, hein, quand je me balade dans les campagnes. Je vois de l'ensillage, des pneus, je vois du fumier à l'air libre, je vois des kilomètres et des kilomètres de barbelés qui fragmentent les espaces, qui nuisent à la faune sauvage. Je vois ce genre de bâtiments un peu partout, y compris sur mon île à La Réunion. On a des cirques magnifiques et qui sont constellés de bâtiments comme ça, où il y a des porcs, de la volaille, qui sont maltraités en intensif. C'est vraiment catastrophique. Donc ce fantasme des beaux paysages, là, je trouve ça vraiment exagéré, et je ne vois pas en quoi réensauvager le monde, refaire venir des forêts qui pourraient se substituer à ces prairies, soit un problème de paysage. Il y a aussi la question du mensonge sur la sécurité alimentaire. Donc je vais passer tout ça, mais il faut savoir que les animaux sont très inefficaces pour convertir l'énergie. Il y a des pertes à chaque échelon de la chaîne trophique qui sont de l'ordre de 90%. Et du coup, ce qu'ils nous restituent en protéines à la fin de ce processus est extrêmement faible. Il y a énormément de pertes dans le processus. Et que globalement, alors je vous lis la dernière phrase parce qu'elle me paraît assez parlante. Par exemple, si elle était réaffectée à la production d'un régime de remplacement à base de plantes, la surface nécessaire à la production d'aliments pour 4 grammes de protéines de bœuf produira 100 grammes de protéines d'un régime végétal nutritionnellement équivalent destiné à l'homme, ce qui représente une perte alimentaire d'opportunité de 96% au niveau du consommateur. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut nourrir le monde avec du végétal, là où on ne peut absolument pas y parvenir avec une culture, avec un élevage, avec des protéines carnées, et que finalement on gaspille énormément de ressources qui pourraient être consommées par les humains. C'est une autre façon de le dire. Notamment, aux États-Unis, il y a des études qui ont été menées qui ont montré que si on remplaçait les principaux produits animaux par leur équivalent à base de plantes, en termes de nutriments, sur le plan nutritionnel, pardon, on pourrait globalement nourrir 2 fois plus d'Américains, 350 millions. Voilà. Si on supprimait donc le bœuf, on pourrait nourrir 163 millions de personnes supplémentaires. Si on supprimait le lait à protéines végétales équivalentes derrière, ce serait 25 millions de personnes supplémentaires, et ainsi de suite, ce que vous voyez là. Et donc là, on pourrait donc doubler le nombre de personnes qu'on pourrait nourrir. Donc au niveau mondial, plus de famine, et puis on pourrait subvenir totalement aux besoins de 10, 12, voire plus de milliards d'humains. Donc voilà, je passe, ça vous l'avez compris, l'empreinte carbone du pâturage catastrophique, jusqu'à 2,1 fois plus
alors qu'en intensif, ben, on économise des animaux, de l'eau, des terres, de l'énergie fossile à le faire. C'est triste à dire, mais si on veut absolument se nourrir d'animaux, il vaut mieux aller vers l'industriel. De toute façon, aujourd'hui, c'est 85% de l'alimentation vient de systèmes industriels, hein, puisqu'on voit que la part des ruminants est faible, même si en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est énorme. Et puis pour ce qui est de la pêche, là aussi, ce mythe de la pêche responsable, il est déjoué par des chiffres comme cela. Globalement, je vous ai dit 90 millions de tonnes qui sont extraites de l'océan. C'est un tiers, 30 millions de tonnes, qui est extrait par l'industrie, par ces grands navires qu'on dénonce à juste titre, qui vont racler le fond des océans, qui vont ramener 30 millions de tonnes. La pêche artisanale à côté, c'est pareil, 30 millions de tonnes. C'est-à-dire que ce n'est pas des gros bateaux qu'on dénonce, mais c'est des milliers de petits pêcheurs qui font le même boulot, c'est-à-dire extraire le même nombre de poissons de l'océan. Et vous allez me dire, mais il reste un tiers. Un tiers, oui, c'est sûr, c'est de l'industriel. C'est ce qu'on appelle le poisson fourrage, la pêche minotière. Celle-ci, elle est destinée à l'élevage et à l'aquaculture. Je ne sais pas si je radote, si j'ai dit tout à l'heure, mais en gros, comme ça, on se réimprime ça dans les cerveaux. Il n'y a pas de petite pêche responsable. Au rythme où on va vider les océans, ou en tout cas, on va leur nuire très dramatiquement, et on va bouleverser cette magnifique machine climatique qui est notamment le fait d'océans sains. Et on va nuire aux capacités de stockage de tout ça. Donc voilà, globalement, ce que j'avais à vous dire et qui motive mon discours, le propos que je tiens. Tout ça, c'est un peu des redites. En gros, ça illustre le fait que, globalement, si on voulait être efficace aujourd'hui, le principal levier qu'il nous faudrait activer au regard des problèmes climatiques, d'effondrement de la biodiversité, de stress hydrique, ça serait de passer à l'alimentation végétale. Ça serait le plus efficace à court terme, compte tenu des chiffres que je vous ai donnés, notamment de pouvoir de réchauffement du méthane. Ça serait aussi celui qui serait le plus simple à mettre en œuvre, parce que passer du jour au lendemain à une alimentation végétale, c'est beaucoup plus simple, à mon avis, que d'essayer de sortir des énergies fossiles, parce qu'on est totalement englué dans un système qui nous, on va dire, qui nous lie par ces énergies aux autres, dans nos modes de transport, dans nos façons de travailler, dans nos façons d'habiter. On est extrêmement dépendant des énergies fossiles et on ne peut pas s'en passer sauf à se mettre vraiment en marge du système. Or, on peut continuer à vivre très correctement, en pleine santé, en économisant nos ressources, y compris financières, en passant à une alimentation végétale, sans nuire aucunement, je dirais, à la qualité de notre vie, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de simple, on peut faire du jour au lendemain sur une simple décision. C'est juste des problèmes cognitifs et des résistances, on va dire, intellectuelles et culturelles qui nous en empêchent, quoi. Et si on le faisait, on pourrait résoudre déjà 50% des efforts à accomplir pour atteindre la fameuse limite des 1%, des 1,5 degrés à ne pas dépasser. Voilà, en gros, on libère énormément de terres aussi. Donc, ces terres pourraient être réensauvagées, ces terres pourraient accueillir de la faune sauvage, ces terres pourraient accueillir des milieux infiniment plus efficaces pour le stockage du carbone. On l'a vu ensemble. Et puis, bien sûr, c'est le fond du discours. On sauverait des milliers de milliards d'animaux. C'est quand même une folie que de ne pas le faire alors que c'est à notre portée. Voilà, donc tout ça c'est juste pour illustrer le discours, mais vous l'avez compris. Derrière, sur ce qu'on pourrait faire, c'est exactement l'inverse de ce qu'a décidé notre gouvernement français. C'est-à-dire, il faut réduire le cheptel. Toutes les agences agronomiques, en France par exemple l'ADEME ou certains cabinets spécialisés sur les enjeux de transition alimentaire s'accordent à dire qu'il faut impérativement réduire le cheptel au moins de 30%. Pour commencer, c'est ce qu'a d'ailleurs voulu faire les Pays-Bas. En France, on fait l'inverse. On décide de sanctuariser l'élevage, voire même de le développer en allégeant les conditions de création de nouvelles unités d'élevage intensif. Donc on va vraiment dans l'autre sens de ce qu'il faudrait faire, même si tendanciellement les élevages décroissent sur certaines catégories d'animaux, mais globalement, on fait tout pour que ça ne soit pas le cas. Pour ce qui est des alternatives, et là il y a un exemple avec la viande cultivée qui pourrait avoir des effets très importants aussi sur l'environnement, eh bien on la diabolise.
On l'a décrit comme quelque chose d'extrêmement industriel, qui favorise le capitalisme, les GAFAM. Alors ça peut être vrai, mais on peut aussi s'organiser pour que ça ne soit pas exactement le cas. De la même façon qu'on peut faire en sorte de valoriser, on va dire, les aliments bruts, non transformés, qu'on peut réapprendre à cuisiner. Enfin voilà, on pourrait encourager la population à le faire, ça serait extrêmement simple. Mais au lieu de ça, on diabolise en France toutes les alternatives végétales et tous les substituts auxquels on n'accorde même plus le droit de s'appeler steak. Voilà, c'est genre d'une connerie sans nom, excusez-moi du terme, mais je ne vois pas autre chose à dire. On cède à toutes les exigences des éleveurs. Bon voilà, on fait vraiment l'inverse. On n'encourage pas le programme national nutrition santé à aller vers des perspectives ambitieuses de réduction des protéines dans les recommandations alimentaires, protéines carnées j'entends. Donc on est sur des ambitions très très modestes, modérées, qui ne sont pas du tout raccord avec les études scientifiques et les recommandations que je vous ai citées préalablement. On ne joue pas sur l'effet de la taxe ou sur des systèmes de quotas qui ont cours dans d'autres industries comme celle des énergies fossiles. Pour ce qui est de l'alimentation carnée, aucun obstacle, aucune taxe, aucun quota. Voilà, on est dans un truc totalement dérégulé qui permet à l'industrie de se gaver et de continuer ses ravages. Dans les aires marines protégées, en fait c'est une illusion, il n'y a pas d'aires marines protégées, on y pêche comme ailleurs. Donc ça n'a de protégé que le nom. Voilà, donc on ne fait rien non plus au niveau de la pêche et on cède à la mafia que constituent les pêcheries et le Conseil national des pêches qui utilise des méthodes violentes, comme vous l'avez vu, pour imposer ses lois et saccager les biens publics, dynamiter des offices gouvernementaux, déverser du purin et d'autres déjections sur la voie publique, séquestrer des personnalités, intimider des élus. Enfin voilà, ça c'est les méthodes de nos adversaires, mais elles portent leurs fruits parce qu'elles obtiennent gain de cause et elles sont à peine dénoncées par les mouvements écologistes. Je vous ai parlé évidemment des alternatives comme celle de l'alimentation bio-végétale qu'on pourrait encourager et elles se développent, mais bien entendu, on leur coupe les ailes, on ne les soutient pas. On n'encourage pas du tout la reconversion non plus des éleveurs. Il y a très très peu de moyens qui sont dévolus à la reconversion des éleveurs qui voudraient le faire. Je sais qu'en Suisse, c'est un sujet, et c'est un super sujet. Virginia Marcus, que je vais voir demain, a lancé une initiative aussi de cet acabit en France, et c'est bienvenu, mais c'est sur des fonds privés, c'est pas sur des fonds publics. On est extrêmement rétrograde pour envisager ces changements, alors qu'ils sont indispensables, logiques, rationnels, scientifiques, évidents, et qu'ils sont tout bénefs, quoi. Donc on marche vraiment sur la tête. Et tout ça à cause d'un pouvoir gigantesque. Alors, je ne vais pas spoiler mon bouquin, mais tout ça est dit en détail dans mon ouvrage, avec des exemples, des études, des témoignages. Mais évidemment, on a un pouvoir de lobbying gigantesque de l'industrie qui arrive à corrompre des scientifiques, qui arrive à instiller le doute, qui exerce les mêmes méthodes que celles du tabac ou des énergies fossiles pour bloquer toute alternative et qui finance, je dirais, le statu quo, quoi, le système en place au détriment des alternatives qui pourraient jaillir, comme l'illustre, mais je ne vais pas m'y attarder, ce tableau. Voilà, l'étonnant laxisme de l'État face à la colère des agro-industriels, ça a été le titre de l'un des articles que j'ai repéré, mais qui est une réalité et qui fonctionne, puisque ces gens-là ont toujours gain de cause. Donc voilà, donc moi je termine sur l'idée d'une écologie sentientiste. Pour moi, la notion de sentience, elle est clé. Peut-être pas besoin de vous la détailler. La sentience, c'est la capacité de tout être, de tout être vivant, non, mais de beaucoup d'animaux de ressentir de la souffrance, du plaisir, de vivre leur vie au premier degré, à la première personne, d'avoir une forme de conscience, et donc d'être considérés pour leur valeur intrinsèque et pas simplement comme un objet à notre disposition, comme une ressource, un stock dans lequel on pourrait puiser et qu'on pourrait, on va dire, utiliser comme des variables d'ajustement de nos modes de vie et de nos systèmes alimentaires. Donc, dès lors qu'on est sentientiste et qu'on reconnaît cette valeur aux animaux, eh bien, je pense qu'on ne peut plus les considérer justement comme des objets ou des ressources. Et je pense que l'écologie aujourd'hui devrait s'engager dans cette voie-là. Et pour moi, c'est la seule possible pour prendre en considération réellement ce que je vous ai dit avant, cette insoutenabilité et cette considération éthique. Et donc je plaide là-dessus pour qu'on ait cette convergence.
Il y a eu quelques évolutions, notamment chez les écologistes français, qui dans leur programme idéologique ont reconnu la sentience récemment, mais pour autant, les habitudes ont la vie dure, et ils continuent encore récemment au Salon de l'Agriculture à valoriser l'élevage paysan et la petite pêche locale. Donc on a vraiment un problème avec ça, et c'est vraiment, je pense, un verrou majeur qu'il va nous falloir attaquer, déverrouiller d'une façon ou d'une autre, parce que tant que nos principaux alliés, nous les animalistes, seront dans ces perceptions-là, dans ces contre-vérités, ne considéreront pas la science pour ce qu'elle est, ce qu'elle apporte de réalité à ce débat, et on sera dans des imaginaires extrêmement défavorables à notre cause commune. Et donc il va falloir, pour moi je pense, attaquer les écolos sérieusement pour les faire bouger. Reste derrière la question de l'acceptabilité de la société à considérer ces idées qui sont très peu développées. Et on voit que c'est compliqué parce que dès lors qu'on parle de ces sujets, il y a une très forte réactance dans la société, une très forte résistance à les accepter, parce que ces idées reçues, elles sont aussi dans toutes les têtes. On a besoin de protéines animales, comment on va faire sans manger de viande, on va forcément avoir des carences. L'élevage participe à l'entretien de nos paysages, enfin, tout ce que je vous ai dit avant, c'est très fortement ancré. Donc bah voilà, le combat il est là, il va falloir qu'on le mène tous ensemble, il va falloir qu'on soit déterminés. Je pense qu'il y a besoin de beaucoup, il va falloir aussi développer plus de radicalité. Je pense qu'on a oublié en chemin la radicalité qui était la marque de fabrique de certains mouvements, mais qui par réel politique ont un peu édulcoré leur message, au risque de brouiller les pistes et de perdre un peu leurs adhérents. Je pense qu'on a aussi, pour certains qui sommes conscients de ça, envie de fight un peu. Je terminerai là-dessus. Merci à vous. Je vous laisserai lire cette belle phrase pour commencer nos débats, que je trouve bien. Mais je suis à vous si vous avez des questions, si ça vous a plu, si vous avez des critiques, si vous contestez mes chiffres, si ça a suscité des interrogations. En tout cas, pour moi, ça c'est absolument certain. Oui, enfin, n'hésitez pas à se poser des questions. Et après, on avait prévu aussi des groupes de discussion. Mais je ne sais pas si vous préférez juste rester dans ce format ou c'est un échange entre Jean-Marc et vous. Est-ce que vous pourrez faire un vote, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui préféreraient avoir plus de temps pour faire des discussions en groupe ou plus de temps pour discuter avec Jean-Marc? Levez la main pour discuter avec Jean-Marc. Ok, ben on peut... Allez, on discute. On peut aussi... je disais, j'avais oublié de mentionner avant qu'il y a SwissVeg qui a co-organisé l'événement. Merci. Oui, je vous remercie tous pour cette invitation, tous les organisateurs, SwissVeg, et que Eva, et il y en a deux autres, je crois. Et après, on aura aussi un apéro pour discuter peut-être plus entre personnes. Et aussi, il y a les livres de Jean-Marc qui sont ici. Il faut en acheter plein. Je ne peux pas passer mon train. Parce que aussi, c'est la maison d'édition Rue de l'Échiquier qui a permis aussi que l'événement existe. Et on est aussi reconnaissant pour leur proposition. Juste avant le débat, ou les questions qu'il pourrait y avoir, de ce que je ressens des différentes interventions que j'ai faites, c'est qu'un ouvrage comme celui-là, il faisait un peu défaut dans la galaxie littéraire des sujets qui tournent autour de la cause animale. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu l'écrire, parce qu'on manquait d'arguments parfois pour déjouer les discours classiques des écolos ou de citoyens qui nous opposaient toujours les mêmes pensées magiques ou les mêmes mensonges. Et donc, moi, à l'origine, c'est quelqu'un comme Yves Bonardel, que vous connaissez peut-être, qui était à l'origine des cahiers antispécistes, qui m'avait appelé en me disant « Mais Jean-Marc, toi qui écris beaucoup sur ces sujets, sur les réseaux sociaux, t'as pas envie de faire un bouquin là-dessus? Parce qu'on a besoin de réarmer notre discours et on n'est pas toujours assez conscient qu'au-delà des questions éthiques fondamentales, il y a aussi des questions écologiques extrêmement prégnantes qu'il faudrait porter au devant de la scène. » Donc cet ouvrage, il a aussi cette ambition-là et j'espère qu'il jouera son rôle là-dessus. Oui. Est-ce que tu as soif? Est-ce que j'ai soif? Oui, je voudrais bien un verre d'eau, c'est possible. Un bidon à chercher. Oui, je vous écoute. Moi, j'aimerais déjà vous remercier, vous et tous les autres, Thomas Linhart, Aurélien Barraud, Hugo Clément, parce que moi, ça fait 9 ans que je suis végane, mais alors le plus difficile, c'est la société. Moi, je suis extrémiste. Oui, bien sûr.
Vous n'aimez pas Moi, tuer les animaux alors j'exagère. Moi, je suis pas drôle, je ne peux plus rien manger. Et c'est vraiment très très difficile de convaincre les gens. Bon, j'ai convaincu mes 3 enfants. Bravo. Mon mari, il est flexitarien, donc à la maison, on mange toujours vegan. Mais je fais beaucoup de conférences pour trouver un moyen comment me défendre. Oui, ben, c'est aussi une façon de réarmer le discours, d'avoir des arguments complémentaires. Et ceux-là, souvent, on ne les avait pas toujours sous la main parce que ben, justement, il y avait une espèce de brouillard autour du véritable impact de l'alimentation carnée, hein, comme le dit le titre de mon bouquin. Justement parce que ces idées reçues sont fortement poussées par la filière viande qui joue du doute, quoi, qui instille du doute, qui instille des fake news, des idées fausses. Et du coup, c'est vrai qu'elles ont une très forte perméabilité dans la société et elles sont prises pour argent comptant par la masse des gens qui, aujourd'hui, n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir une alimentation différente. Donc, c'est très profondément culturel aussi, hein. La viande, c'est très identitaire, ça renvoie à des bons moments passés ensemble, à de la convivialité, au plat de la grand-mère, parce qu'avant, effectivement, les générations d'avant étaient plutôt très carnées. Voilà, tous ces moments-là qui sont ancrés dans ce que nous sommes depuis des générations. Et du coup, là, on propose une rupture fondamentale et la rendre désirable n'est pas toujours évident. On se dit souvent que finalement, les protéines carnées, c'est 8 espèces d'animaux, quoi. Et en face, on a des dizaines de plantes, de légumes, de légumineuses, de fruits qu'on peut associer avec des condiments, avec des pâtes, avec tout un tas de trucs, quoi. Et on se régale, quoi. Et c'est vrai qu'il faut en faire la preuve par l'exemple. Et ce qui est bien quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de substituts végétaux ou de préparation culinaire ou de restos, là, comme chez vous à la gare, incroyable, qui existent, qui émergent et qui nous permettent de montrer que tout simplement, c'est non seulement délicieux, mais parfaitement viable, parce que vous n'êtes pas morte depuis le temps que vous êtes vegan, moi non plus, donc finalement ça marche, quoi, hein. Il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui ne se nourrissent pas de protéines animales et qui vivent leur vie sans carence, ou qui, même s'ils ont des carences, arrivent à trouver une façon de satisfaire leurs besoins, quoi. Et nous, on a maintenant la B12 et on a tous les moyens de le faire. Donc en fait, c'est que des fausses excuses qu'on a en face de nous. Je trouve que c'est assez simple de les débunker, de les contrecarrer, parce que tous les arguments sont en notre faveur. J'en connais pas un qui tienne la route en face, en fait. J'ai jamais réussi à trouver un contradicteur qui tienne la route en justifiant sa consommation carnée. C'est juste impossible aujourd'hui. Alors à la fin, c'est bon. Mais ça, moralement, c'est pas tenable. C'est son plaisir, en fait. Il parle de plaisir. Ouais. C'est pas nécessaire. La souffrance ou tout ce que ça implique, en fait, au niveau écologique, au niveau éthique, tout ça n'est pas nécessaire. Absolument. Du coup, absolument. C'est hyper frustrant, je trouve. Enfin, du coup, je remonte un peu, mais ouais. Là, on a tous ces chiffres et je sais pas si quelqu'un a des astuces pour mieux communiquer avec les gens sans tout de suite paraître extrémiste et paraître... Moi, des fois, avec mes amis, je fais gaffe parce que j'ai pas envie de partir en débat et en même temps, je bouillonne en moi. Oui. Et puis, comment réussir à être convaincant ou convaincante sans être accusateur ou accusatrice et ouais, quand même que les gens, mais je crois que les gens sont pas prêts. Il y a une telle dissonance cognitive, des œillères tellement grandes. C'est comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est tellement émotionnel. On a même peur, nous, de leur mettre mal à l'aise. Et c'est ce que vous disiez, mais il faut arrêter avec ça. S'ils se sentent mal à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais moi ma technique, alors, beaucoup de gens disent que c'est pas du tout chouette, hein, mais moi c'est ma technique, c'est la culpabilité. Moi je suis dans la morale, je suis dans la culpabilité, je suis dans la dénonciation de mon entourage, ça marche. Peut-être qu'il faut un peu plus. Enfin, ça marche pas toujours, hein. Mais franchement, je dirais pas que c'est la seule solution, c'est une palette de solutions, ou en tout cas de tentatives qui sont liées aux personnes qu'on a en face de soi, aux circonstances, au moment, à la maturité de la personne. Donc tout ça, c'est très variable. Si on avait la solution, merci beaucoup, si on avait la solution qui marche à tous les coups, évidemment, on le ferait. Mais je pense, malgré tout, qu'on a eu tendance à être très complaisant aussi avec ces personnes qui sont nos amis, nos frères, nos sœurs, nos parents parfois. Je ne dis pas qu'il faut les lâcher systématiquement, mais il faut aussi les mettre face à leurs contradictions. Il faut aussi montrer l'ampleur des enjeux qui sont derrière. Il faut aussi parler éthique, morale, il faut rappeler que c'est non nécessaire, que finalement c'est un plaisir au détriment d'un être vivant. Bon, je pense que ces arguments, ils sont extrêmement valables et que
au bout du bout, on va remporter le combat, mais ça va être long. Et ce que je trouve dur, c'est vrai qu'on est toujours sur une position défensive, ce qui est insupportable, c'est plutôt la charge de la preuve, elle devrait être de leur côté, d'une certaine façon, puisqu'on est quand même dans un effort de justice, dans un effort de responsabilité, dans une conscience, c'est pas simple la vie d'un vegan ou d'un végé, parce que tous les jours il faut se démerder dans un système qui lui est fait totalement différemment, quoi. Donc il n'y a aucune bienveillance vis-à-vis de ça. C'est nous qui devons sans cesse nous justifier. Oui. Mais il faudrait aussi parfois inverser la charge de la preuve et demander aux personnes de légitimer ces modes de consommation-là. Et c'est parfois des choses qui amènent à un débat qui peut aussi être constructif. Voilà. Moi, ce que je trouve le plus difficile entre nous, c'est quand des personnes, moi je parle souvent de mon frère, le pauvre, qui m'adore, qui a lu tous mes bouquins, qui est d'accord avec moi à 100%, qui dit que j'ai raison et qui ne change rien. Voilà, alors je ne sais pas quoi faire. On va le mettre en prison, je ne sais pas. Justement, je ne comprends pas pourquoi ces genres de personnes ne changent pas. Moi, j'ai beaucoup de mes amis qui commencent à avoir plein d'enfants et juste pour le futur de leurs enfants. Moi, j'ai peur d'avoir des enfants, je me pose la question tous les jours parce que oui, qu'est-ce que j'offre, quoi. Je pense que souvent les gens, l'éthique, c'est pas un truc qui, pour certains, c'est évident et c'est le chemin d'entrée vers tous ces sujets. Ça a été le mien. Non, ça n'a pas été le mien, mais c'est aujourd'hui pour moi majoritaire, la question éthique, c'est primordial. Pour certains, ça ne fonctionne pas. Par contre, ils ne font pas d'enfants en raison du problème climatique ou du problème écolo. Ils sont éco-anxieux. Bon, ils ont des raisons d'être éco-anxieux. Encore davantage s'ils soutiennent les armes d'alimentation. Là, je trouve que c'est des armes aussi en notre faveur pour essayer de les faire basculer, cela. On ne les avait pas toujours. Mais c'est dur. Oui? Est-ce que j'ai bien compris que le CO2 émission de CO2, ça représente 22% en France? Ça, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est 22%. Et là-dedans, ça veut dire que c'est 59%. C'est l'élevage. L'élevage, tout confondu. Et 83%, c'est les ruminants. C'est 12%. 83% les ruminants. Donc, ça veut dire que c'est 12% de CO2 emission, right? Si on dit de 22%, on pense 59%, donc ça veut dire plus que 50%. Donc ça veut dire à peu près 12%. Au total? Oui. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais quand moi j'ai des discussions avec mes amis aussi en toile, ils vont dire 12%, c'est rien du tout comparé aux autres choses. Mais comparé à quoi justement? Comparé à quoi? Généralement, on va nous parler du transport aérien. Beaucoup de gens sont je prends plus l'avion. C'est 3 fois plus. Transport aérien, c'est 4%. C'est quoi le reste de ce 58% de CO2? Le chauffage. Vous parlez de à quel niveau? La globale? Non, France par exemple. Si on parle de France. C'est pas l'électricité parce que c'est encore partie du nucléaire. Après, ça dépend, c'est l'énergie, c'est les transports, c'est le bâtiment, c'est tout ça. C'est tout ça. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué, ça devient compliqué parce qu'ils disent ouais, mais de toute manière, qu'est-ce que je veux changer? On se trouve toujours des excuses. Après, c'est les Chinois, c'est les Indiens. Si moi je veux bien faire des efforts, mais il faudrait que l'Américain le fasse aussi, à ce compte-là, personne ne fait rien. Donc on peut toujours trouver des bonnes excuses. Commencer par soi-même. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, ces 12%, on peut les effacer facilement en fait. C'est ça que je trouve important, c'est de se dire que on a toutes les raisons de le faire, ça ne nous gâche rien et ça a un effet majeur au niveau mondial. Et c'est des vies épargnées. On a vraiment tous les arguments pour le faire. Ça ne nous nuit en rien à notre qualité de vie, en fait. Alors que changer ses déplacements, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire par ailleurs, changer ses modes de transport, ne plus utiliser d'ordinateur ou de smartphone parce qu'on considère que c'est pas bien, ça change fondamentalement nos vies aujourd'hui parce qu'on n'est plus connecté aux autres, on ne peut pas bosser comme on l'attend de nous, on ne peut pas se déplacer comme l'exigent nos relations familiales par exemple et tout ça. Donc c'est beaucoup plus difficile de s'extraire de ces modes de vie carbonés, là, que de faire un choix simple du jour au lendemain qui efface un poids énorme et qui a des effets considérables immédiats. C'est ce qu'ont démontré les scientifiques là-dessus. Pour continuer, est-ce que ça veut dire que si on efface 12%, on va commencer à compter les arbres, les verdures, ça va diminuer encore, vous avez calculé peut-être combien ça pourrait diminuer?
C'est le fameux coût d'opportunité, évidemment. Oui, ouais, tout à fait. Parce que le CO2, ça va faire... C'est ce qu'il faudrait faire en libérant de l'espace qui est aujourd'hui accaparé par l'élevage, et notamment les ruminants, comme vous l'avez vu. On peut imaginer tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire à la fois une diversité de cultures maraîchères, de céréales, on peut diversifier tout un tas d'espèces végétales fruitières, et puis on peut reforester, réensauvager, créer des écosystèmes favorables à la faune sauvage, lesquels sont aussi beaucoup plus capteurs de CO2. Donc c'est le double effet qui se coule en fait. Et si je peux me permettre une deuxième question? Non mais bien sûr. Parce que là, maintenant, en fait, vous avez parlé de tout ce qui est l'argent, la force d'argent et tout, et je suis complètement d'accord, c'est les investisseurs en fait qui gèrent le monde, plus ou moins, où il met son argent. Mais là, maintenant, il y a une nouvelle stream, on fait la viande dans les laboratoires. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport? Justement, moi je pense que moi j'y suis favorable, au sens où tout ce qui nous permet d'éviter ce massacre général et ces dégâts colossaux, tout ce qui peut apporter une plus-value intéressante, qui nous permet d'être moins dévastateur de vie et d'écosystème, est bon à prendre. Après, par qui c'est produit, comment c'est produit, à qui ça profite, c'est aussi une question. Mais ça peut être une question collective, une question citoyenne dont on débat. On n'est pas obligé de dire que c'est fondamentalement les GAFAM, le fantasme des grandes sociétés de technologie d'aujourd'hui qui vont s'accaparer ces enjeux-là. On peut aussi très bien considérer que certaines de ces technologies pourraient, c'est le cas de la fermentation de précision, être gérées localement, être administrées dans des coopératives, être appropriées par des acteurs qui sont tout sauf des prédateurs capitalistes. Je veux dire, c'est aussi un choix de société. À partir du moment où on considère que ces alternatives sont intéressantes, ont des vertus, méritent d'être soutenues, on pourrait très bien s'organiser collectivement, si tant est que le pouvoir politique en ait conscience, pour qu'elles ne soient pas brevetées par des grandes sociétés qui en tireront demain tous les bénéfices. Si on laisse libre cours au marché et qu'on s'aveugle sur ces alternatives et qu'on leur nuit aujourd'hui, certains y verront toujours de l'opportunisme et auront les moyens de les développer eux-mêmes, indépendamment des fonds publics. Et évidemment, ça aboutira à ce genre de situation où on n'aura pas changé le système fondamentalement, et on aura encore, on va dire, des logiques prédatrices, accaparatrices de ressources qui profiteront toujours aux mêmes. Mais ce n'est pas une fatalité. Politiquement, on peut s'organiser pour que ça soit différent. Pour que la recherche publique aille vers ça aussi. La souffrance animale, elle est dedans, non? Non. Non, c'est que dalle, c'est des biopsies. De toute façon, déjà, là, on parle de choses qui sont expérimentales, qui ne sont pas faites à l'échelle massive. Pour l'instant, il y a beaucoup de conjectures sur ces solutions qui sont testées et qui ne sont pas encore abouties. Il y a eu quelques mises sur le marché, mais c'est extrêmement anecdotique. Pour l'instant, c'est une hypothèse parmi d'autres. Et puis il y a d'autres systèmes, je ne connais pas bien, je ne vous en parlerai pas bien, mais la fermentation de précision, la culture de bactéries, notamment de champignons et tout, qui va permettre des textures, qui va permettre des saveurs, qui va permettre de la protéine qui aujourd'hui, qui a énormément de bénéfices environnementaux, quoi. Et aucune souffrance animale. Oui? Ça va être horrible ce que je veux dire, mais c'est pas l'agroalimentaire qui est le seul espoir, parce que en reprenant rapidement vos constats, on les fait aussi. Pour moi, à part ça, je vous remercie infiniment. C'est d'être un peu orienté sur le gaz à effet de serre. Je trouve que dans l'élevage, il y a encore tout ce qui est pollution des eaux, des sols. Oui, j'ai pas assez insisté là-dessus, mais ça fait partie du paysage. Dans le bouquin, il y a tout ça. Des gaz à effet de serre, qui des fois, c'est aussi bien montrer le pas sur la biodiversité, parce que voilà, mais mis à part ça, on est tous ici pour faire le constat que on n'a pas de piste. Vous l'avez dit, la viande elle baisse très très faiblement. Et puis, par contre, on voit quand même que les lobbies, en tout cas les éleveurs, ils commencent à avoir peur parce qu'ils se défendent en donnant des fausses informations, premièrement. Vous l'avez dit aussi, la capture du carbone, etc. C'est des arguments qu'on nous sort à toutes les sauces. Nous, on a des articles sponsorisés où ils nous disent que le GIEC en fait, est revenu sur sa position et qu'on devrait devoir continuer à manger de la viande parce que finalement c'est une bonne chose. Donc ça passe pour de l'information. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'en Italie, en tout cas et en Suisse, les pays se mobilisent, les lobbies carnistes se mobilisent pour éviter d'avoir justement cette viande
qui seront des viandes de synthèse ou de fermentation. Parce que ça va être moins cher à un moment donné. Aujourd'hui, c'est encore très cher, mais quand McDonald's pourront faire pousser leur steak dans leur cave, on peut imaginer qu'ils seront peut-être plus intéressés que de faire venir. Mais ça, c'est l'agroalimentaire. Et moi, je me dis, si l'agroalimentaire ose et prend ce contour, alors moi, sincèrement, je m'en contrefiche. Comment c'est fait, si c'est lui, un peu d'antibiotiques, etc. Du moment qu'on élude cette question de la souffrance animale. Mais je sais pas, moi, ça me passe la dissonance cognitive est si forte. Vous en avez parlé en évoquant votre frère. Et moi, je pense que si les systèmes et les collectivités doivent être responsables, on en a un excellent exemple à l'EPFL qui a passé de 96% de plats carnés à 56% de plats végétariens vendus aujourd'hui en 4 ans. Donc, quand les collectivités sont responsables, elles informent, enfin, c'est aussi un vrai vecteur. Alors ça, je vois. Moi, je suis curieuse de vos pistes. Les pistes, elles sont celles que vous avez aussi en tête. Et c'est vrai qu'on a besoin, enfin, le gros problème, c'est qu'on a besoin de soutien public, on a besoin de politiques publiques concertées, cohérentes, qui éduquent, qui informent avec sincérité, qui soutiennent des alternatives, qui évitent qu'elles soient accaparées par des intérêts privés. Enfin, tout ça, c'est un système, malheureusement, on n'y est pas du tout, je suis d'accord avec vous. Après, moi, par rapport à cette question des produits et des substituts, je trouve qu'il y a aussi dans le débat quelque chose qui cloche. On peut très bien, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous, enfin en tout cas c'est mon cas, moi je n'achète jamais ces substituts. Jamais. Je cuisine des produits bruts non transformés. Enfin, je les cuisine. C'est le délit de la société actuelle. Oui, mais on a le sentiment que ce que diffusent ces lobbies et les médias et ainsi de suite, c'est qu'à partir du moment où on est vegan, on va forcément vers du produit ultra transformé industriel. C'est vraiment l'imaginaire qui est en train d'être créé, qui nous diabolise et qui donne cette angoisse à une partie de la société qu'on va vivre comme dans les dystopies où on mange des pilules et puis on n'a plus aucun rapport de plaisir avec l'alimentation. Mais c'est complètement faux en fait. Il faut se battre contre ça aussi en rappelant qu'on peut cuisiner des produits bruts, que c'est super de se réapproprier ses connaissances, que évidemment on peut acheter local et bio et que c'est encore mieux. Et voilà. Et il faut aussi rappeler ça et que cet opportunisme commercial qui va vers des substituts carnés, pour l'instant, ce n'est pas les véganes et les végétariens qui le satisfait, mais c'est surtout les flexitariens qui hésitent, qui veulent transitionner, qui ne savent pas trop. C'est là où est le marché. Ce n'est pas nous qui représentons 4%. Quoi. Ça veut dire le jour où McDonald's mettra son slogan « Nous sommes bons, nous sommes éthiques, nous sommes écolos » et acheter nos steaks... Ouais, ben comme vous, moi je pense que ce sera déjà pas mal pour les animaux. Oui, on est dans une impasse aujourd'hui. Je ne suis pas celui je suis pas le Lissad Al-Gaïb qui va vous donner la solution. Mais voilà, on voit le schéma. Je crois qu'il faut avoir. On a aussi tous les arguments. Il faut s'organiser, il faut pousser, il faut se battre quoi. J'ai pas la solution miracle malheureusement. Oui. Moi, je trouve que tout ça, c'est presque démoralisant. Mais bon, bref, c'est aussi. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, pour l'instant, c'est pas. Voilà, non, on prend conscience en pleine figure, c'est clair. Mais je me dis, ça, c'est une conséquence. Mais pour moi, le gros problème, c'est le rapport au vivant. Parce que là, vous parlez de nourriture, et ça concerne l'élevage, la nourriture, etc. Mais est-ce qu'on parle des expérimentations sur les animaux? Enfin, j'ai l'impression qu'on tire jusqu'à la dernière goutte de tout ce qu'il peut y avoir d'utile dans un animal, que ce soit dans tous les domaines possibles imaginables. Quand on ose dire que le téléthon, il y a tout ce qu'il y a derrière, on se fait traiter de tous les noms, mais je veux dire, ça c'est un aspect très important, on est d'accord, mais j'ai l'impression que c'est un peu une conséquence horrible, qui est majeure, ok, mais voilà, il y a quand même le rapport au vivant. Oui, alors c'était le sujet de mon précédent bouquin. Donc j'ai parlé de cette exploitation systémique et effectivement, on voit que dans tous les domaines, on a fait le pire et qu'on ne considère jamais les animaux pour ce qu'ils sont. Mais est-ce que le problème, il n'est pas aussi un peu là? Il est là et c'est là où j'insiste. Et une fois de plus, je ne veux pas en faire les boucs émissaires systématiques parce que je me sens moi-même écolo, mais je pense qu'il y a un certain nombre de penseurs, de philosophes, d'influenceurs écologistes qui ont aujourd'hui beaucoup d'impact sur la pensée collective et sur l'opinion, qui continuent à être dans une vision du vivant
qui est extrêmement dommageable à cette prise de conscience-là. Je pense des gens comme Baptiste Morisot, qui est souvent cité, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous le connaissez, en tout cas en France, c'est vraiment le penseur comme Descola, Vinciane Desprez et tout ça de la pensée écologiste, et qui est toujours dans une vision du vivant où chaque animal a un rôle fonctionnel dans l'écosystème, qui légitime finalement une forme de prédation, mais qui fait des amalgames, et où finalement on légitime l'ingestion des animaux au prétexte que c'est un cycle naturel et qu'il ne faut pas refuser la mort, et ainsi de suite. Enfin, qui est complètement déconnecté de la réalité de ce qu'est l'élevage aujourd'hui, et qui perpétue une vision presque peuple premier, dans laquelle chacun aurait plaisir à se retrouver, mais qui n'est pas du tout la réalité de notre vie d'aujourd'hui. Mais pourtant, c'est cet imaginaire-là de rapport au vivant qui est continuellement convoqué par les mouvements écologistes, en France en tout cas. Et c'est vraiment contre-productif, c'est fait l'objet d'un des chapitres que je traite là, et je suis d'accord avec vous, ce vivant un peu fourre-tout, où on amalgame tout un tas de choses, c'est aussi préjudiciable à la prise en compte de l'animal pour ce qu'il est, quoi. Et là, c'est toujours le rouage d'un écosystème. Oui. Et tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas venu à l'antispécisme par éthique. Oui. Tu es venu par quoi, en fait? En fait, très pratiquement, basiquement, parce que je gérais dans l'ancien lieu où j'ai travaillé plusieurs restaurants, et que je voulais qu'ils soient les plus écolos possibles, et que je me suis documenté à cette époque-là, c'était il y a une dizaine d'années, et j'ai considéré que l'alimentation carnée était un vrai problème. Donc on a voulu les passer tous au végétal, et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré des gens, que j'ai lus, et que m'est apparu assez clairement et rapidement la problématique éthique sous-jacente, mais qui est effectivement, chez moi aussi, enfouie à l'époque, derrière tout ce magma de croyances et d'invisibilisation qui ne m'avait pas fait voir l'évidence. Voilà. Donc maintenant, pour moi, à mes yeux, c'est l'éthique le plus important, mais je constate que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui porte forcément, d'où l'idée aussi de convoquer d'autres arguments pour parvenir à nos fins, quoi. Même si, à mes yeux, ça converge totalement. La santé, en général, ça marche assez bien. Les gens, quand on leur parle de leur santé, ça marche mieux. Oui, ils sont concernés. Voilà. Ouais. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Ouais, je sais pas. Moi je suis pas à l'aise, parce que j'ai pas de compétences particulières, je suis un peu nul en nutrition. D'ailleurs, je fais n'importe quoi, moi. Très sincèrement, je fais n'importe quoi. Par rapport à ce que je dis, je me nourris pas du tout comme je préconise de le faire. Les légumineuses et tout, j'en mange. Je calcule rien. Mais bon, je vais très bien. Comme quoi, ça marche aussi quand on fait n'importe quoi. Voilà. Oui, excuse-moi. Je crois, il me semble, l'Office fédéral de la santé publique suisse, elle recommande, c'est la taille à peu près de la paume de la main, c'est ça la quantité de viande qu'on doit manger par semaine au maximum. Ah ouais? Ouais, par semaine. D'accord. C'est la Suisse qui dit ça, quoi. Ouais. En France, on dit, aujourd'hui, et c'est complètement déconnecté, c'est 450 grammes de viande rouge par semaine. C'est énorme. Sans compter la viande blanche, enfin le porc et la volaille, sans compter les produits laitiers, sans compter les poissons. Voilà. Pardon? Oui. Oui. Ah oui. Bien sûr. Enfin, bah oui. Ce bon des fous. Mais les blue zones sont assez intéressants pour ça. Les blue zones. Ah, je ne connais pas. C'est des zones dans le monde où les populations vivent le plus longtemps. Mais ah oui. En fait, ils mangent très peu de viande. Oui. C'est même pas une fois par semaine. Les œufs, c'est maximum 1 fois par semaine. Une fois par semaine du poisson et en petite quantité et de la viande pareil. Et les produits laitiers, c'est limite le truc le plus rare pour ça. Moi, j'ai regardé un peu, j'étais là, mais en fait, je consomme moins de sucre parce qu'ils me parlent aussi de ça. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Netflix là, qui a fait couler un peu d'encre. Voilà, avec les jumeaux. Voilà. Mais moi, ce qui m'avait marqué, au-delà des résultats, on peut en débattre, est-ce que c'est fiable vraiment. Mais quand ils montraient sur cette zone américaine où il y a une ville, où les gens vivent tous centenaires, et puis l'autre à côté, mitoyenne, où c'était classique, les maladies et ainsi de suite, une mortalité beaucoup plus forte, la ville où les gars étaient centenaires, c'était celle où justement, il y avait une communauté, je crois, religieuse, ou je sais pas quoi, et ils étaient drivés par
par le moins de viande, quoi. Ils bouffaient très très peu de produits carnés. C'était assez incroyable de voir cette différence. Okinawa faisait partie de ces blue zones, justement, souvent de la nourriture végétarienne. Et en fait, là, ils sont sortis de cette blue zone parce qu'ils ont plein de produits laitiers qui sont arrivés en plus, plein de viande qui est arrivée en plus. Et il y avait plein de centenaires et ils se dessinent. Oui, oui. Bah, dans les milieux insulaires, notamment comme ceux dans lesquels je vis, à l'île de la Réunion, les gens avant étaient relativement pauvres, ils mangeaient beaucoup de légumineuses, ils mangeaient beaucoup de tubercules, ils mangeaient voilà, beaucoup de fruits, évidemment, il y avait beaucoup de fruits. Et puis est arrivé l'homme blanc, enfin il était là déjà au début à la Réunion, mais globalement le modèle occidental, disons ça comme ça. Maintenant on est une des îles où il y a le plus de fast-food au monde, où la culture culinaire, elle s'est appropriée la viande. Donc maintenant c'est des caries, comme on dit à la Réunion, ils sont tous carnés. Et dès lors qu'on parle de végétalisation, c'est pire que chez vous en Suisse ou en métropole française. Je veux dire, c'est impossible d'aborder cette thématique, c'est une atteinte à la culture traditionnelle, alors que c'est pas du tout traditionnel, quoi. Ils ont réussi à forger, l'industrie carniste a réussi à forger un imaginaire en très peu de temps qui plaide en faveur de ces alimentations-là. C'est assez hallucinant. Mais parce qu'ils ont aussi des moyens considérables pour le faire, et ils sont partout, et ils infiltrent la société, et ils savent avoir un marketing qui, on va dire, qui stimule cognitivement des parties de notre cerveau qui marchent bien pour ça, quoi. Je trouve aussi que les gens, ils ont tendance, quand on parle par rapport à ça, justement, on parle de nourriture, de végétaliser nos nourritures, tout de suite les études, elles sont mises en doute. On dit, ah ouais, mais c'est de la propagande, c'est machin. Oui. Et en fait, au lieu de remettre en question tout, j'ai envie de dire le gouvernement, mais parce qu'il y a tellement de désinformation et les politiques et les tâches, je suis désolée, mais ils ne font pas assez pour moi. Et puis il y a des financements, des lobbies pour des études pour la viande ou le lait. Mais ça, les gens, ils remettent pas en question. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant. J'ai une réflexion hier que j'ai trouvée qui m'a marqué d'une personne dans le public, qui me disait que justement, comme nous, on est toujours taxé, justement, d'être dans l'idéologie ou de ne pas être rationnel ou de dire n'importe quoi. On est toujours obligé de se justifier. D'ailleurs, mon bouquin, c'est une preuve de ça, c'est-à-dire que j'apporte plein de preuves. J'argumente, c'est hyper rationnel, il y a des études derrière, c'est sourcé, il y a des références, il y a une bibliographie. Voilà. On est toujours, en fait, vous l'avez remarqué, dans ce rôle à se justifier ou à apporter des preuves ou des argumentaires, se battre pied à pied pour démontrer la véracité de ce qu'on raconte. On le fait comme on peut, ça marche plus ou moins, mais en faisant ça, en fait, on a oublié de développer un imaginaire, notre propre imaginaire d'une société sans exploitation animale. Finalement, on consacre très peu de temps à dessiner les contours de ce que pourrait être une société sans exploitation. Comment on y vivrait, comment ça se passerait avec les animaux, comment on gérerait la prédation, comment seraient les paysages. Tout ça, finalement, c'est un champ qui est très très peu exploré. Et finalement, on a du mal à projeter aussi et à convoquer de l'émotionnel sur notre société idéale. Moi, je l'imagine très bien, hein. C'est un peu du Barjavel, t'as ça. Mais ça pourrait être super chouette, quoi. Mais finalement, on a très peu investi là-dessus parce qu'on est toujours renvoyé à des trucs extrêmement rationnels, à de la preuve, à du débat, à de la critique qu'on doit combattre. Et du coup, en face, ils ont réussi à créer un imaginaire, depuis beaucoup plus de temps, hein, parce que tout ça, c'est nouveau, mais contre lequel on doit aussi lutter, qui est très fortement ancré. Mais sauf qu'il faudrait aussi qu'on investisse là-dessus, quoi. Qu'on montre qu'est-ce que c'est qu'une société débarrassée de l'exploitation animale, comment les océans sont foisonnants de vie, qu'est-ce qu'on voit dans les lagons, qu'est-ce qui se passe dans des champs qui ont été réensauvagés, comment on vit avec tous ces animaux qui sont revenus, enfin, ça serait génial. Je trouve que ça, c'est une réflexion qu'il faudrait qu'on ait. Je me demandais, il faudrait essayer plutôt questionner les gens qui nous demandent de nous justifier, que ce soit eux justifiés. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, renverser la charge de la preuve, c'est ce que je disais, pas qu'eux, et à justifier aussi les dégâts qu'ils génèrent et comment moralement ils justifient de tuer des animaux alors que c'est pas nécessaire, quoi. Oui, parce qu'ils ne mangeraient jamais leur propre chien ou leur chien. Ah, ben. Ah, mais un petit veau, ouais, c'est pas un problème. Après, si on est une femme enceinte et on va chez un docteur, ah, ben oui. Si on voit qu'elle est végane, ils vont dire va voir le psychiatre. Il y a quelque chose qui va. Ah oui, oui. Mais c'est vrai, parce qu'ils vont dire tu vas tuer un bébé. Ouais. Ces études,
Oui, oui, c'est toujours classique. Mais en fait, on va donner à manger en général, ils n'ont pas pensé à tout ça. Et après, il y a toute cette pression de société. Bon. Le médecin, il n'a pas fait des études de nutrition, en fait. Il sait rien sur la nutrition. Et ce qu'on fait, ensuite, j'ai lu un livre où, en fait, ce qu'on fait dans les laboratoires, on va nourrir des souris avec notre alimentation, donc la viande, la nourriture industrielle. On attend qu'ils tombent malades et puis après on essaye de trouver moyen de les guérir. Donc on sait que notre nourriture rend malade. D'accord. Mais pour répondre à ta question sur, effectivement, parmi la panoplie de ce qu'il faudrait faire, c'est aussi former mieux les médecins, diffuser les dernières connaissances scientifiques qui sont avérées et catégoriques sur le fait qu'une alimentation végétale bien équilibrée, bien menée et viable à tous les âges de la vie, enfin, ça c'est dit par des dizaines de nutritionnistes de par le monde et par des études qui l'ont démontré. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi comme moi, il faut faire des choses bien. Et évidemment, quand on est des périodes vulnérables ou avec certaines typologies de personnes, c'est sans doute un peu différent, il faut être un peu plus attentif. Mais pour la petite histoire, quand j'ai livré mon manuscrit à mon éditeur, il y avait un directeur de collection. Chez un éditeur, il y a des différentes collections. Moi, mon bouquin devait être dans une autre collection, celle qui a été retenue au final. Pourquoi? Parce que quand je l'ai remis à ce directeur de collection initial qui devait prendre en charge mon bouquin, pour lui, le simple fait que je dise que l'alimentation végétale était viable, c'était faux. Et il ne voulait pas cautionner ça. Et je dis, mais attends, mais t'es con ou quoi? Je dis, voilà, je t'apporte toutes les preuves. Voilà, je vais montrer les sites de médecins comme VGClick, les sites des nutritionnistes américains, belges, suisses et autres qui sont catégoriques. En France, on est très rétrograde, mais ailleurs dans le monde, il y a des choses qui sont très claires et nettes là-dessus. Et ben, il m'a dit, ouais, mais c'est pas ce que me disent les gens, les sommités que je connais, que je fréquente, qui sont des grands professeurs et tout. Je dis, mais ils sont nutritionnistes? Ouais. Et il n'a pas voulu méditer. À cause de ça, il remettait en cause ce fait-là, il ne voulait pas le cautionner. Comme ça, c'est ultra puissant, quoi. Alors c'est un mec éduqué, cultivé et tout. On a aussi face. Heureusement, l'éditeur, le patron, lui, il était d'accord avec moi. En tout cas, il pensait que le débat valait le coup d'être lancé dans le domaine public, donc il m'a édité dans une autre collection. Mais c'est pour dire, même des gens qui, quand même, devraient être ouverts à ça, dans des maisons d'édition écolo, ils ont encore ce genre de résistance, mais aucun argument en face. Hein. C'était juste parce qu'il connaissait des gens qui lui avaient dit que c'est grave. Les écoles de nutritionnistes sont subventionnées par Nestlé. Voilà. Donc, les nutritionnistes, elles disent qu'il faut boire du lait parce que sinon, manger de la viande. C'est sûr. Et puis en France, les études de médecine, je crois que c'est 10 ans pour être généraliste, voire un peu plus pour être oui, c'est 30 heures de nutrition. Voilà, et ma fille, justement, qui est en médecine, me disait, la nutrition, c'est 5 heures. Oui, voilà. 5 heures sur toute la formation, sur les 10 ans. Oui, c'est ça. On le voit aussi dans le film You Are What You Eat, le monsieur là qui est diabétique. Et il va chez son médecin, il doit prendre des médicaments, il ne les prend pas, il change son régime. Et puis quand il revient voir son médecin, il dit, ah ben, il marche bien ces médicaments. Puis il dit, mais j'en ai pas pris. Puis quand il envoie tout sur la nourriture, le médecin dit, mais ça, on ne l'a pas appris. Oui, mais c'est un problème sociétal majeur. Et puis c'est vrai qu'on est au démarrage de quelque chose, malgré tout, même si certains militent depuis longtemps sur ces sujets-là. Ils sont rentrés dans le débat public relativement récemment. Mais avec force quand même, parce que là où on peut se donner un peu d'espoir et être positif, c'est que vous aussi, j'imagine, à chaque fois que vous êtes juste présent dans une pièce et que les gens savent que vous êtes vegan ou végétarien, ça suscite quelque chose, quoi. Il y a toujours tout de suite du débat. C'est pour ça, et puis bon, on aime ou on n'aime pas faire ce débat. Moi, ma femme, elle en avait tellement ras-le-bol qu'elle ne voulait plus qu'on aille faire des dîners, parce que dès que j'arrivais, tout de suite, tout convergeait vers moi, et c'était parti pour les débats, les salopards de vegan et tout ça. Mais c'est aussi une occasion de voir que inconsciemment ça travaille beaucoup les gens, quoi. Je pense que c'est pas du tout neutre et que justement le fait de choisir cette voie-là, ça permet aussi d'argumenter en permanence et donc ça a de l'influence, quoi. Moi je suis persuadé que plus on sera nombreux, plus il y aura un effet levier exponentiel. Donc c'est pour ça que même si c'est fatigant, même si c'est parfois pénible, il faut continuer à débattre, quoi.
comment vous faites pour être désespéré finalement? Parce que je sais pas, mais je trouve ça enthousiasmant en fait, parce que c'est tellement, je trouve ça tellement aligné sur mes valeurs, je trouve ça tellement rationnel par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. J'ai tellement envie d'arrêter ce carnage insupportable que ça me motive. Puis une fois qu'on est aligné aussi, c'est une question de, ça donne de la force, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que parfois, j'en ai ras-le-bol, hein, comme tout le monde, mais c'est des phases. Après, on se redonne un petit coup de motivation. Oui? Je suis souvent dans le Jura français et puis le Jura suisse aussi, côté Neuchâtel. Il y a souvent des petits agriculteurs de production lait. Hein. Maintenant, on est à 1000 mètres d'altitude, un terrain pas plat. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme reconversion? À l'heure actuelle, on sait qu'ils sont payés 5 centimes par litre de lait. Ils viennent d'avoir 3 centimes de plus. Ils travaillent toujours à perte. Alors, avec un discours comme ça, on a tous les arguments pour dire stoppez votre lait sous un autre angle. Maintenant, ces gens-là, en fait, ils font du fromage depuis des générations. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut proposer? J'en sais rien. Je ne sais pas, mais effectivement. Mais attends, il a une surface énorme. Je veux dire, il a un bâtiment à lui. Au niveau terre et du bâtiment, ils sont très aisés, ces jeunes. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'à certaines altitudes, ils disent mais madame, on ne peut pas faire autre chose que l'élevage. Et puis, je ne sais pas si les cultures maraîchères à petite échelle, si ça leur rapporterait pas plus, ou je ne sais pas quoi leur proposer à ces braves gens. Vous vouliez répondre? Le problème en fait avec cet élevage de basse montagne, de moyenne montagne, c'est qu'en fait, c'est l'image de la Suisse. Moi, on est français, mais nous en fait, on parle d'élevage, je fais partie du département cantonal où toutes ces choses se discutent. Et en fait, quand on parle d'élevage, on parle que de vaches. Et moi, chaque fois, je me dis, mais ok, mais là, encore avoir des vaches qui sont dehors, qui pèsent dans les pâturages, et tout, c'est peut-être le seul élevage pour autant ces vaches ne sont pas à la tâche tous les mois d'hiver. Mais c'est encore peut-être la seule chose qui peut être acceptable, parce qu'elles sont une vie de vache en gros. Mais par contre, c'est peut-être qu'il n'y a pas un gros argumentaire sur ces terrains, mais en fait, c'est une très faible minorité. Puis essayez d'avoir le chiffre, de savoir quel pourcentage représente cet élevage. Ils ne le donneront jamais parce que ça doit être, je ne sais pas, même pas 2% de nos animaux bovins. Et je ne parle même pas des animaux, des élevages agricoles et porcins. Donc à la limite, ça, c'est peut-être encore acceptable. Mais par contre, il faut toujours donner l'argument de dire ok, mais quid de l'élevage porcin, quid des 79 millions de poulets de chair qui ont un élevage à 4 en plaine. C'est ça l'élevage en Suisse. Mais les vaches, les bovins, les vaches, c'est ce qu'on voit sortir, ça représente rien du tout. Ça représente 500 000 animaux contre les 75 millions de poulets de chair et puis les animaux. Comme la pêche, alors vous tolérez le fait que les petits pêcheurs aillent pêcher. C'est la même chose. Non, mais ça, c'est ça. Je veux dire, c'est qu'effectivement, pour ces paysans-là, c'est compliqué de leur dire de faire avec du pois chiche et du riz, parce que chaque type de terre ne peut pas nourrir non plus n'importe quel type d'agriculture. C'est vraiment complexe. Ils sont un peu prisonniers du système, bien sûr. Oui, c'est des pratiques ancestrales qu'on ne changera pas du jour au lendemain, de toute façon, s'il n'y a pas un effort collectif. Faisons que les vaches deviennent des animaux de compagnie. Allons leur demander ça me va bien. Si on peut louer une place. Oui, je pense que ça, ça serait chouette, évidemment, qu'on revienne à des ruminants libres dont les éleveurs, les ex-éleveurs seraient un peu les gardiens distants. Il y aurait moins parce qu'on arrêterait ces incidents. Ah bah, il y en aurait beaucoup moins, évidemment. Donc, voilà. Des sanctuaires partout. Oui, justement, parce qu'il y a un clivage. Pourquoi pas se réunir et puis ça va nous ouvrir la vérité, à force de nous côtoyer, à force de nous côtoyer.
intervention, ça rapporte quand même plus que des Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on pourrait peut-être passer à boire un coup, non? Ouais, il y a. Ça vous va? Ok. Ici aussi, on a tout le matériel militant. Merci à tous en tout cas. Merci. Et si vous voulez des dédicaces, je peux vous en faire. Ah oui, c'est sûr. C'est Céline.